Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la Maison Le Pailleur. Pour les nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, mon nom est Sabrina. Vous avez sûrement pu me voir dans les autres vidéos et c'est moi qui vais poursuivre. Aujourd'hui, je voulais lancer une genre de nouvelle série vidéo. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse, mais je voulais en fait commencer à couvrir des histoires de plantes. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, je vous ai choisi la verge d'or. D'abord, il faut savoir que la science telle qu'on la connaît aujourd'hui va commencer à se développer durant la période médiévale même. Par contre, la consolidation des pratiques plus scientifiques, surtout par rapport à la santé, va se faire sentir seulement vraiment vers le 19e siècle et même vers la fin du 19e siècle. Donc, il y a vraiment plusieurs croyances, théories qui ont influencé le développement des remèdes et des médicaments. Même si le progrès de la science a permis d'isoler et de synthétiser les principes actifs contenus dans les plantes pour fabriquer les médicaments, il faut savoir que les changements au niveau des croyances et du recours à la médecine moderne ont mis beaucoup de temps à surpasser les usages ancestraux des plantes, les remèdes de grand-mère. Quand je vous parle de théories qui ont influencé le développement de la science, il y en a une en particulier dont je voulais vous faire mention, c'est la théorie des signatures. En fait, la théorie des signatures, c'est quelque chose qui est utilisé depuis vraiment longtemps pour soigner les maux physiques. Et même encore aujourd'hui, on a certaines croyances populaires qui relèvent de la théorie des signatures. En fait, la théorie ou principe des signatures, c'est un mode de compréhension du monde dans lequel l'apparence des créatures, mais surtout ici les végétaux, est censée révéler son usage et sa fonction. Donc, par exemple, si on parle de haricots, la forme du haricot ressemble à la forme du rein, de notre rein, et forcément, le haricot devrait être bon pour le rein. De même que la carotte devrait être bonne pour les yeux. Maintenant, on a des croyances et des connaissances différentes aussi. Il faut savoir que dans beaucoup d'aliments, il y a des vitamines et des minéraux qui sont bons pour certaines parties de notre corps. Fait qu'il faut prendre ça en compte également. Mais on peut aussi avoir la tomate qui est bon pour le cœur parce qu'ils ont sensiblement la même forme. Donc quand on parle de théorie des signatures, c'est vraiment ça que l'on veut entendre. Ça s'applique surtout, comme je vous dis, aux plantes médicinales, mais également aux légumes et aux fruits. La théorie des signatures va être inventée ou plutôt développée dans l'Occident médiéval et va être consolidée dans les pratiques pendant la Renaissance. Il y a beaucoup de médecins et botanistes alchimistes qui ont repris ce concept-là, qui l'ont adapté justement à leurs besoins également. Mais si on parle de figures marquantes dans l'élaboration de la théorie, on a par exemple le Suisse Paracels qui formule le principe « les semblables soignent les semblables ». Donc c'est vraiment ce que je vous dis et ça pousse en quelque sorte la théorie à l'extrême. C'est une théorie qui va pas disparaître totalement, mais qui va certainement disparaître de l'expérience scientifique. Elle va commencer à disparaître à partir du 17e siècle, mais ça va prendre vraiment jusqu'au 19e siècle avant qu'on voit la fin de son influence. Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui voient mordicus à la théorie des signatures. Avant de passer à notre vedette d'aujourd'hui qui est la verge d'or, je voulais quand même vous mentionner que dans cette vidéo-là, je vais vous proposer des usages et des remèdes, mais il faut savoir que l'emploi des plantes médicinales nécessite quand même une connaissance approfondie, non seulement des maladies, des plantes, des préparations, mais aussi des dosages. Donc, faites vos recherches et faites extrêmement attention avec les plantes médicinales. C'est très bon pour vous, mais il faut vraiment bien s'y connaître. Donc, la belle verge d'or. On dit en fait que Linné, qui est le père de la terminologie médicale latine, qui est en fait, lorsqu'on voit le nom des plantes en latin et son nom vulgaire, va donner à la verge d'or le nom scientifique de Solidago,
qui veut dire je rends entier, je consolide. Parce que la réputation de la verge d'or, c'est vraiment qu'elle favorise la guérison des plaies. On va connaître peu d'emplois alimentaires à la verge d'or. Elle est très belle, très gracieuse, mais par contre, apparemment, sa saveur est plutôt forte et désagréable. Donc, elle est considérée dans la tradition européenne comme stimulante, mais aussi sudorifique et très tonique. On va l'utiliser là, pour les rhumes, les affections pulmonaires, les nausées et les douleurs causées par les doigts. Comme on dit, différentes époques, différentes croyances. Ce qu'on dit par contre dans les traités de botanique ou les carnets médicinaux, c'est que c'est dans les affections rénales comme les cystites ou les néphrites, les calculs rénaux, aussi les pierres, que la verge d'or va être la plus efficace et qu'on va l'avoir employée en grande majorité. En fait, c'est l'une des meilleures plantes là, pour fortifier le système rénal selon les écrits. Elle a également longtemps servi à des propriétés curatives pour la diarrhée, mais également tout ce qui est entérite, notamment là, pour les plus petits lorsqu'ils percent, par exemple, les dents. On va l'administrer surtout par la forme d'un sirop, donc c'est beaucoup des macérations, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc pour le cas des macérations, j'ai déjà fait une marche à suivre en fait pour le macérat huileux. Il se trouve sur la page Facebook de la Maison Le Pailleur, mais je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Donc en macérat huileux, c'est super intéressant parce qu'on peut faire après des recettes d'onguents super efficaces. Donc, quand je vous parlais, par exemple, du système respiratoire, on peut faire des onguents comme du Vicks maison, par exemple, qui aide là, beaucoup à soulager, notamment par rapport à l'accumulation de mucus. On peut également s'en servir dans des infusions, plutôt quand on a des cas comme le rhume, mais aussi la grippe. Et les infusions là, peuvent servir à la confection d'un sirop. Si les usages antérieurs de la verge d'or vous ont charmé, je peux quand même vous parler un petit peu de où vous la procurer, quand la récolter, comment la faire sécher, mais aussi comment l'utiliser autre que pour la consommation de plantes médicinales, donc autre que pour faire les remèdes. Donc où vous la procurez? C'est sûr que chez l'herboriste de votre coin ou de votre région, c'est toujours une bonne option. Sinon, il y a certaines boutiques en vrac qui ont la verge d'or également. Mais c'est sûr que vous pouvez regarder autour de vous aussi parce que la verge d'or, c'est quelque chose qui pousse à l'état naturel ici au Québec. Il faut faire attention quand on cueille en nature parce qu'il y a des plantes qui se ressemblent aussi, puis c'est pas généralement la même chose, c'est pas les mêmes propriétés non plus. Mais la verge d'or est quand même assez iconique, là, on peut la reconnaître assez bien. Si vous faites vos recherches avant, il ne devrait pas avoir de problème. Également, quand on récolte en nature, il faut faire attention pour ne pas trop récolter et défaire l'équilibre naturel. Donc, vous prenez ce que vous avez besoin, mais vous en laissez également pour la nature. Donc, quand la récolter, c'est sûr que c'est changeant un petit peu en raison des températures, mais aussi l'endroit où vous vous trouvez au Québec, au Canada, ou peu importe, ou dans le monde. Mais généralement, vers le mois d'août, c'est un bon moment pour récolter la verge d'or. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire un petit peu avant l'éclosion des bourgeons ou vraiment au début de la floraison. Donc, c'est à peu près ça mes indications pour la récolte. Mais pour la sécher et pour la conserver, on peut en fait couper les parties aériennes et faire des petits bouquets là, pas trop chargés pour les mettre à sécher. Moi, ce que j'utilise pour faire sécher mes plantes, c'est carrément une plaque pour faire refroidir les biscuits. Là. C'est comme un petit grillage. Moi, je le mets au mur, puis avec des petits crochets, là, je viens étendre mes fleurs. Mais sinon, vous pouvez également juste tendre un fil et les faire sécher comme ça va super bien. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que
faut la faire sécher la tête en bas, le plus possible à l'ombre dans un endroit qui est assez frais, sec, assez aéré. Le séchage, là, c'est pas vraiment ami avec l'humidité, donc il faut faire attention. Une fois séché, on conserve dans un contenant hermétique à l'abri de la lumière. Vous pouvez également les conserver dans l'huile ou dans le vinaigre. Ça se conserve un petit peu plus longtemps, là, un coup qu'on a filtré et macéré. Comme vous avez pu le remarquer, la verge d'or, c'est vraiment une plante aux multiples utilisations. Il y en a une dernière dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'est l'utilisation de la verge d'or comme teinture. Notamment pour teindre les textiles. Ça fait une belle couleur jaune ocre, super belle, notamment là, quand on teint la laine. Donc comment on l'utilise, c'est en faisant macérer la teinture dans l'alcool, des parties là, aériennes que je vous ai dit, mais cependant, cette fois-ci, pas séchées, fraîches. Donc l'alcool et la plante fraîche pour faire macérer la teinture et après là, on peut teindre les textiles comme on veut et ça fait une couleur absolument magnifique. Avant de vous quitter, j'ai une petite suggestion de lecture pour vous. Si l'histoire des plantes c'est quelque chose qui vous allume un peu comme moi, en fait c'est une lecture de Alain Asselin, Jacques Caillouette et Jacques Mathieu qui se sont assemblés pour créer ces livres. Donc, il y en a plusieurs tomes. Ici, j'ai le tome 2 et 3. En fait, c'est divisé par époque, là, tout simplement. Moi, j'ai le 1670 à 1760, qui est le tome 2, et 1760 à 1867, qui est le tome 3. En fait, c'est des livres curieuses histoires de plantes, juste comme ça ici, qui rassemblent en fait des histoires, des anecdotes, des récits de grands voyageurs qui relatent finalement leur expérience avec les plantes, autant là, ici en Amérique qu'en Europe. C'est super intéressant. Les livres sont volumineux, là, comme vous pouvez voir. Il y a du matériel pour que vous vous amusiez un petit peu en cette période de confinement avec ces livres-là. Donc, je vous suggère fortement d'encourager les auteurs et de lire sur l'histoire des plantes. Donc, je l'ai mentionné au début, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je continue cette série-là sur l'histoire de plantes, laissez-le moi savoir. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime, mais également commenter. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.